Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète, derrière la radio ou sur les réseaux. Dzień dobry, dobry den, dober dan, bună ziua, grüß Gott, guten Tag, saluton. C'est en espéranto. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Bonjour Anna, bonjour Antoine. Bonjour Jérôme, bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Est, épisode numéro 48, saison 2. À la réalisation, on retrouve Eric Morechan. Buona ziua Eric. Buona ziua Eric, la dernière émission avant les vacances et le plaisir de se retrouver le vendredi 9 mai prochain sur Armada. Aujourd'hui, on part en Moldavie avec notre première invitée, Léa Hart, fondatrice de la Galerie Moldave. Bonjour Léa, bienvenue sur Armada. Merci. Après le journal et la météo européenne, nous recevrons un duplex de Strasbourg, Masha Ovchinnikova, la réalisatrice du film Emma la Rouge, un film sur la tragédie de l'émancipation féminine au début du XXe siècle. Nous verrons avec elle pourquoi ce film est si important. On parlera aussi musique avec les charts de la semaine, le cinéma, des faits, de la littérature. Mais aussi le journal des infos qu'on ne vous dit pas ou peu et la météo européenne. Et la pluie arrive. Ouais. Chez les Occidentaux. C'est vrai. On salue aussi notre photographe Ilia Koltsov et puis notre vidéaste Sophie. Vous pourrez apprécier leur travail sur nos réseaux. Merci encore d'être nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, peut-être un jour particulier pour vous. On vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre. Et pour nos stars du jour, l'écrivain polonais Stefan Swin, romancier attaché au romantisme, historien de la littérature polonaise. Ses œuvres sont étroitement liées à Gdansk, sa ville natale. Oui, bon anniversaire aussi au rappeur serbe Kobi, chanteur, compositeur et producteur avec son label Basivity. Son titre Dar i Kledva avec 5,1 millions de vues et sur toutes les plateformes. Bon anniversaire à l'actrice slovaque Victoria Ksienova. Découverte par un Français, elle est partie s'installer aux États-Unis où elle travaille dans l'industrie du film pour adultes sous le nom d'Angel Dark. Bon anniversaire à la chanteuse et rappeuse allemande Shirin David, artiste complète, elle est aussi compositrice, chef d'entreprise et influenceuse. Elle est actuellement en tournée dans toute l'Europe germanophone. Mais aussi à la poétesse polonaise Joanna Fabika, notons qu'elle est aussi scénariste et chroniqueuse. Bon anniversaire au chanteur macédonien Branimir Johnny Štulić, très populaire, il a été dans les années 1980 le leader du groupe de rock Azra. Bon anniversaire enfin à l'acteur et réalisateur bulgare Marian Valev avec son premier film Loko Momice, Bad Girl à l'international en 2019, un film très fort d'une jeune gymnaste embarquée du côté sombre de la vie. Et puis enfin, pensée du jour au chef d'orchestre tchèque Karel Ančerl, avec une belle carrière à l'international. Karel Ančerl est l'un des plus grands chefs d'orchestre du XXe siècle. Pensée du jour au chanteur lyrique allemand Kurt Moll, violoncelliste à la base. Il a fait une carrière internationale à l'opéra en tant que basse. Oui, et puis enfin, pensée du jour à deux grands monsieur de la littérature hongroise. Tout d'abord, Attila József, l'un des plus grands poètes hongrois du XXe siècle, poète de la révolte, qui a aussi vécu à Paris. Son poème De l'air a été repris par les Hongrois en octobre 1956, année inoubliable. Et enfin, on ne peut pas les séparer. Il y a un autre grand monsieur qui est né un 11 avril, c'est Sándor Márai. Sándor Márai, l'un des plus grands écrivains hongrois du XXe siècle, qui fait partie aujourd'hui du patrimoine littéraire européen, au même titre que Stefan Zweig ou encore Victor Hugo. Il était né en 1900 à Kassa. Aujourd'hui, c'est Košice, en Slovaquie. On passe tout de suite aux charts. Et alors les charts, on commence en Bulgarie. En Bulgarie avec la fameuse Preslava, la chanteuse Preslava qui revient fort avec son nouveau titre Becheliti Ubavo, sorti il y a à peine une semaine. Elle frappe encore fort et avec déjà plus d'1 million de vues et top 1 sur YouTube. Dans ce clip envoûtant en noir et blanc, l'ambiance est posée dès les premières secondes. Preslava se tient dans une maison délabrée, presque fantomatique, vêtue d'un simple pull déchiré, une esthétique crue, dépouillée, renforcée par des ralentis, des plans figés et des pauses plaintives. Le tout baigne dans une mélancolie brute, d'autant qu'elle est entourée de symboles, une horloge, un miroir, pile ou face, autant de reflets d'une douleur profonde, puis viennent des scènes plus
plus artistique, où elle apparaît en costume travaillé, sensuel, toujours magnétique. Sa voix, on la reconnaît tout de suite, intense, pleine de vérité. La clarinette orientale ajoute cette touche de mélancolie qui nous emporte, et les paroles, elles, frappent droit au cœur. Elle parle d'un homme qui l'a trompée, de ses mensonges, de la douleur. Et cette image du pile ou face comme une métaphore du destin et des choix qui brisent. Avec ce titre, Preslava prouve encore qu'elle sait transformer les blessures en art. Toujours sur le thème de la tromperie, on filme maintenant Macédoine du Nord avec Voyage et son nouveau titre Otvina, sorti il y a une semaine, est déjà top 1 sur YouTube avec bientôt 600 000 vues. Lui aussi aborde la tromperie, mais cette fois vu de l'autre côté. Le clip s'ouvre sur une scène de théâtre vide, baigné dans une lumière tamisée. Voyage, le chanteur joue sur un piano à queue, alors qu'une femme sensuelle trône dessus. Entre eux, le jeu est clair, séduction, tension, passion. Mais dans l'ombre, une autre femme les observe, un verre de vin rouge à la main. Clin d'œil, direct au titre, Otvina, un symbole fort de la faute, de la tâche qu'on ne peut effacer. On change ensuite totalement d'univers, décor de carnaval, costume flamboyant, plumes, dentelle et un voyage perché sur un trône en taffetas, entouré de femmes masquées. Ambiance baroque et mystérieuse avec un superbe solo de balalaïka en fond. Une image marquante avec la femme trompée, enchaînée par des cordes, métaphore d'un amour emprisonné. Mais à la fin, il retourne dans les bras de celle qui l'attendait, comme une rédemption. Poétique, théâtrale et sensuelle, Otvina prouve que Voyage c'est mêler visuel fort et émotion brute. Puis enfin, pour finir, direction la République tchèque, pour un moment suspendu, profondément émouvant, avec le titre Sieve mnie Niapojad, signé Lipo, en duo avec Anna Julia Slovačková, sortie il y a 2 mois. Cette chanson est toujours top 1 sur YouTube, proche du 1 million de vues, et franchement, elle en mérite bien plus. Le clip suit le quotidien d'un vieil homme. Il se lève seul, prépare son feu, nourrit ses oies, un geste après l'autre, tout semble normal, sauf qu'il manque quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Sa femme n'est plus là. Il regarde longuement sa bague, verse 2 tasses de thé par habitude et dépose des fleurs sur sa tombe. Ce vide est palpable, douloureux, mais tout en retenue. Cette narration est entrecoupée de plans où Lipo chante, accompagné d'Anna Julia Slovačková au piano. Leur voix douce et sincère raconte l'absence, l'amour et la mémoire. Et ce qu'on apprend ensuite rend tout encore plus bouleversant. Anna Julia est gravement malade lors du tournage, s'est éteinte peu après. Cette chanson sonne comme un véritable hommage à la jeune femme et à son courage. Il n'est pas nécessaire de connaître son histoire pour ressentir que cette chanson est empreinte de réel. Chaque mot, chaque note porte quelque chose de vrai, une tristesse qui apaise, une mélodie qui fait s'arrêter le monde, une peur douce qui nous rappelle l'essentiel, l'amour, celui qui reste, même quand la personne est partie. Une phrase m'est restée en tête: tu es en moi pour toujours. On remercie Anička de nous avoir montré comment lutter pour la vie avec grâce, courage et ce sourire lumineux jusqu'au bout. Une chronique signée Gabriel d'Antoine. On passe tout de suite au cinéma. Tout à fait. Donc, la 20e édition du Festival de films européen de Paris approche du 15 au 29 avril. Le festival L'Europe, autour de l'Europe, vous propose un programme inédit. 3 compétitions, des avant-premières, des projections spéciales et des rencontres dans les cinémas parisiens. Les 7 Parnassiens, le studio des Ursulines, Pathé les Fauvettes, la fondation Jérôme Seydou Pathé, The Film Gallery, la Bibliothèque polonaise de Paris, le Christine Cinéma Club et d'autres hauts lieux d'exception de la capitale. 3 compétitions. Je l'ai dit, tu l'as dit, tout d'abord le Prix Sauvage, meilleur film de fiction avec les films en compétition parmi lesquels Les Intrus de Reza Serkanian, My Late Summer, Nakon Lieta, dont on a parlé ici, de Danis Tanovic, Nebelkind, The Hand of Silence de Teresa Kotik, ou encore Sun Never Again, Sunnikat Viché de David Jovanovic. Pour le prix présent du meilleur documentaire, on trouve entre autres At the Door of the House Who Will Come Knocking, excuse-moi mon accent, Koche Pokutati Navrata Modoma de Maja Novakovic, mais aussi And They Will Talk About Us de Sieva Diamantakos.
Munoz, Immemorial, Chant de la Grande Nuit de Béatrice Cordon, ou encore The Trail Left by Time, Los Restos del Pasar de Luis Soto Munoz et Alfredo Picasso. Enfin, pour le prix Sauvage Corto du meilleur court-métrage, on retrouve Lady of Heaven de Daria Andian et Moment You Will Remember. En Stund som de Kommer et Menace de Paulina Blag, Crack de Dimitri Martin Chenodo et Mist Diffuses de Giovanni Gospodinov. Mais aussi Mentor de Tinkana Kliststeter. The Professional Parents de Eric Yassagne. Ou encore, on vous a déjà parlé, le film The Strangest Stranak. Il est génial. De Milorad Milatovic, sans oublier Gipsy Gatti de Daza Raimanova, ou encore parmi tant d'autres Sisters Germans de Jordi Sanz. Oui, pour la soirée d'ouverture, bien rendez-vous au cinéma Les 7 Parnassiens avec en avant-première le film de la réalisatrice Frida Kemp, Sally Bauer à contre-courant en version originale sous-titrée français, avec la réalisatrice qui sera présente lors de cette soirée le mardi 15 avril à 19h30. Allez-y, que vous soyez acteur, actrice ou pas, allez-y. Inspiré d'une histoire vraie dans le sud de la Suède à l'été 1939, la Seconde Guerre mondiale est imminente. Sally Bauer, mère célibataire de 30 ans, est déterminée à battre le record de la traversée de la Manche à la nage. Voici la bande-annonce. Simmar du fort? De pengarna som du lånade till hyra, var använt dem till? Du har son att ta hand om. Har du glömt? Det är klart jag inte har. Jag cargas för mig. Skita. Kylan. Sväva hem. Kan inte påstå att jag är favoritdottern precis. Du, jeg hørte, at hun crawler. Regner med ikke nogen, der har sådan nogle arme, som Sally har. Armarna ska simma engelska kanalen. We got a war coming, see? Not very pleasant times over here. Om du drunknar, hur har du tänkt att det blir med Lars då? Du får inga fler chanser. Mamma är jättebra på att simma. Mamma har hotat att ta allt ifrån mig. Klarar jag kanalen så blir jag fri från henne. Jag måste köra nu. Måske hun så sætte logoerne. Måske brysterne være det bedste. Simmerskan? Är ni två någon... Han är min manager. Oj. Snart. Bryr du dig ens om ditt eget barn? Han är det finaste jag har gjort. Bygga. Du ska veta att ingen är så modig som dig. Sorry, love. I had to turn in my keys. It's the damn war. Du må tage et ansvar nu. Så er det absurd at tænke på en kanalsvømning. Eh oui, Sally Bauer à contre-courant, un film vraiment à aller voir pour cette soirée d'ouverture de l'Europe, autour de l'Europe, vraiment un très très grand festival de cinéma européen. Connaissez-vous la Moldavie ? Sa capitale, Chisinau, je vous en parle souvent dans notre météo, hein. Connaissez-vous la Galerie Moldave ? Avant de découvrir la Galerie Moldave avec notre première invitée, Léa Hart, voici quelques images de la Moldavie. Place au voyage, place aux vacances, ça tombe bien, c'est ce soir.
Elle se trouve au 15 rue du Pont Louis-Philippe. La Galerie Moldave, c'est plus qu'une vitrine. C'est le lieu qui vous amène en voyage en Moldavie et en Roumanie si vous restez à Paris. Pour mieux nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau la fondatrice de la Galerie Moldave, Léa Haar. Bonjour Léa, bienvenue à l'Est. Et bien sûr, ma première question, pourquoi avoir fondé la Galerie Moldave ? Bonsoir Anna, bonsoir Jérôme. Merci beaucoup de m'avoir invité chez vous. Ça a le plaisir. Parce qu'on dit toujours où on travaille, même c'est notre maison. Donc je suis très ravie d'être là. Pourquoi Galerie Moldave ? Je tiens à cœur à mon pays. Comme je dis, c'est un tout petit pays, mais avec un grand cœur. Et du coup, je l'ai amené avec moi dans une valise il y a 20 ans. En France, quand je me suis installée, j'ai fait mes études. J'ai travaillé il y a 13 ans, 14 ans. J'ai travaillé dans les carrés d'antiquaire avec des artistes français, les années 50-80. Et un jour, je me suis dit, on n'a pas un objet de nos artisans ici en France où on peut l'acheter, on peut le toucher, on peut. Et à l'époque, quand je suis venue en France, j'ai amené avec moi une grappe de raisin fait par un artisan en bois. Et il sentait même le bois. Et à chaque fois, en fait, la famille d'accueil où j'habitais, ils l'ont mis dans leur séjour, en fait, dans leur living. Et chaque matin, en fait, en déjeuner, en regardant ce grappe de raisin, ça m'a resté dans ma rétine. Et je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose. Il y a 11 ans, en 2014, j'ai pris juste comme ça, dans quelques secondes, la décision. Une semaine de congé, parce que j'ai travaillé à l'époque. Et je suis allée voyager, découvrir mon pays que je l'ai laissé il y a 8 ans. Oui, et puis surtout que ça avait un petit peu changé aussi. Donc, absolument. J'ai porté, on va dire, ma fille avec moi dans mon ventre avec moi. Elle a voyagé. Donc mes enfants, ils font partie de ce en fait noyau. La Galerie Moldave, c'est familial. Et quand je l'ai fondée, quelques années plus tard, on a ouvert aussi une Galleria Moldava en Italie, où il y a maman et ma sœur. Et qui s'occupent. Ils n'ont pas un boutique physique, mais ils voyagent en fait dans toutes les villes d'Italie. Et notre papa, qui est notre pilier en Moldavie, qui nous aide en fait à amener tous les objets. C'est une vraie histoire familiale. Oui, exactement. Ça. C'est vraiment une histoire familiale, c'est génial. Et mais c'est vrai que moi j'y suis allé à la Galerie Moldave. Oui, on s'est connus l'année dernière. C'est comme à la maison, quoi. Enfin, exactement. Et puis en plus, on va parler d'un autre truc. Il y a au fond de la Galerie Moldave, il y a un petit trésor aussi à voir. Parce que c'est un appartement. C'est un ancien appartement. D'accord. Tout à fait. Voilà. Donc il est devenu un boutique. D'accord. Et alors, le but principal aujourd'hui pour la Galerie Moldave, c'est de faire connaître la culture moldave et roumaine. Exactement, de faire connaître, en fait, le départ, c'était de faire connaître les artisans moldaves, la culture, l'artisanat, la gastronomie, les vins, les gens, Et du coup, ça a tellement développé qu'on a commencé aussi à travailler avec les artisans, les artistes, les créateurs roumains ici à Paris. Donc, c'est petit à petit que les choses sont créées. Ouais. Alors, il faut dire que donc, dans la Galerie Moldave, quand on est avec la vitrine, on va rentrer un peu petit à petit. Il y a plein de choses. Quand on ouvre, on se trouve donc dans la boutique. Et plus on s'enfonce dans la boutique et plus il y a de trésors.
Il y a tout, il y a des pulls, il y a tout. Enfin, si on veut emménager, il y a de la vaisselle, il y a des vêtements, Absolument. il y a des On trouve tabliers. de tout, oui. Et les produits viennent tous de Roumanie et de Moldavie. De Moldavie, tout à De fait. tous en La Moldavie. plupart, le 80% des produits artisanaux, ils viennent de Moldavie. D'accord. Voilà. Et comment se fait justement le travail avec c'est le papa qui envoie, je Oui, suppose. après également en direct avec les artisans. Mhm. Donc, fur et à mesure, je l'ai connu par d'autres artisans ou par les réseaux sociaux. Donc, on a créé un lien et ça fait des années en fait qu'on travaille ensemble avec, j'ai à peu près plus de 25 artisans moldaves dans la galerie moldave. Et du coup, c'est transporté par des compagnies de transport de Chisinau ou d'une autre ville de Moldavie à Paris. D'accord. C'est le travail, c'est les routières, C'est enfin ça, les ouais. routières, les routiers aussi. Oui, toujours on dit que derrière les rideaux, on voit pas vraiment le gros travail. Ouais. On voit Oui, juste toujours, la belle vitrine en fait. Oh là là. Exactement. C'est vrai que Et c'est- au sein de la galerie moldave, et on va y revenir dans l'agenda de la semaine, puisqu'il y a ce week-end le Festival du Livre de Paris, se Il a trouve la commencé aujourd'hui. librairie romaine. Et elle existe depuis 7 ans. Et quel genre de livres trouve-t-on? Et c'est pour adultes, pour les enfants? J'ai créé la librairie il y a 2 ans après, presque 2 ans après la création de la Galerie Moldave. J'ai apporté, mais c'était pas une vraie librairie. J'ai apporté des livres également. Et du coup, donc on a des auteurs roumains. On a beaucoup de livres pour les enfants. C'est ça qui m'a fait plutôt à créer une librairie pour approcher nos enfants qui sont nés ici. Par exemple, mes enfants sont nés ici. Donc, les garder, les rester avec la connexion avec les racines de Moldavie pour qu'ils gardent notre langue roumaine. Avoir une connexion avec les grands-parents, parce que mes parents, par exemple, ne parlent pas français. Et du coup, pour d'autres enfants, c'est pour ça que j'ai créé, en période de pandémie, j'ai créé la chaîne YouTube pour lire aux enfants, Pour lire aux des enfants. histoires, justement. les livres que nous les avons dans notre librairie pour qu'ils soient plus facilement pour les parents de trouver un bon livre pour... Exact. Et puis en plus, c'est vrai qu'il y a une variation dans les livres parce que il y en a pour les enfants et tout petit jusqu'aux adultes. Oui. Et ce qu'il y a de bien, c'est aussi les traductions. Oui, c'est-à-dire on a il y a des quelques auteurs roumains qui sont traduits en français. Donc, on n'a pas beaucoup, mais on a quelques auteurs traduits en français. C'est juste pour permettre aussi les gens qui commencent à apprendre le roumain ou lire en français, donc de jouer en fait entre les deux langues. Et les auteurs étrangers traduits en roumain. Oui, tout à fait. Aussi. Oui. Il y a ça aussi. Voilà, en fait, on a des auteurs étrangers qui sont traduits en roumain. En roumain, oui. Par C'est exemple, trop génial. les Anglais, les Américains, Espagnols, Italiens, oui. Et pour les enfants, je comprends parfaitement parce qu'il y a 16 ans, ça c'était pour moi, c'est pareil. Donc mon fils est né en France et c'était difficile de trouver les livres pour enfants. Oui, ça donc c'est vrai. c'est très bien parce que c'est très important de leur lire nos contes traditionnels, les chansons, les petites histoires pour l'enfant. C'est formidable, ça c'est vraiment... Puis ça amène une poésie. Quand on regarde la télévision aujourd'hui, il y a plein de violence. On ouvre un livre, on peut choisir, c'est de la poésie, Voilà. c'est des belles histoires. On part dans une histoire en fait, des contes, des... Il y a un petit peu plus... Il y a un auteur jeunesse que vous aimez plus particuliérement? Oui, donc il y a Aliona Beregic qui vient d'écrire ses 2 premiers livres, l'histoire sur un chat.
Et deuxième livre, c'est l'histoire sur un chien. Et comme nous, on adore les animaux, donc ça touche beaucoup les enfants et on peut capter leur intérêt et du coup, c'est plus facile même pour les parents de garder les enfants, pas que 5 minutes, mais 10, 15, 30. De partager des choses. Ouais. Voilà. Et c'est surtout sur les illustrations, s'il y a des belles illustrations, donc on capte aussi l'intérêt d'enfants. Oui. Puis après, il y a la différence de taille entre les grands livres, les petits livres, il y a tous les formats, c'est ça qui est bien aussi. Oui, ça aussi. Par exemple, si c'est un grand livre, donc au bout de 15 minutes... Mais si l'histoire, il y a le fil est intéressant, donc c'est parfait. Et dans les sorties actuelles littéraires pour les adultes, vous avez des choses à conseiller dans l'actualité? Oui, tout à fait. Il y a 2 livres qui viennent de sortir de... comment il s'appelle Alex Donovitch. Qui vient de sortir son 7e livre sur l'histoire d'un oiseau qui s'appelle Tsup. Tsup. Voilà, et du coup, Tsup, il vient d'être traduit en français. D'accord. Et après, qu'est-ce que j'ai reçu dernièrement en livre pour les enfants nouveau? Toutou. Ça va revenir. Et il y a quelques semaines, on a reçu Lorina Boltiano avec son livre Cette corde qui nous attache, qui m'attache à la terre. Oui, on l'a, mais en roumain, par contre. Voilà. Donc, c'est une librairie roumaine. C'est ça, la librairie romaine en France. Voilà, en c'est France. Seule librairie romaine. C'est formidable pour ça, parce qu'on peut trouver la traduction en plus comme ça. Exactement, et puis c'est pour ça que moi je dis, cette galerie moldave, c'est un vrai pont entre la France, la Roumanie et la Moldavie, parce que quand on rentre dans la galerie, on n'est pas à Paris. On n'est pas à Paris. C'est ça. On a envie de rester, il y a une chaleur humaine. On se croirait à la maison, quoi. C'est ça, oui. Le côté appartement, on le voit encore presque, mais c'est un rez-de-chaussée avec une vitrine. Enfin voilà, vous allez au 15 rue Louis-Philippe, du pont Louis-Philippe, la rue. On vous accueille avec grand plaisir. Les bras ouverts, c'est génial. Il y a une action. La Galerie Moldave, elle fait souvent des actions culturelles. Et il y en a une très importante, ne serait-ce qu'à travers les vernissages, les lancements de livres. Oui. Comme le 29 mars dernier, qui s'est passé avec le livre d'Andrea Marin, les marchés artisanaux, enfin il y a vraiment plein d'événements. Au niveau de l'actualité, il va se passer entre le mois d'avril et le mois de mai, sans parler de toute l'année, il y a plein d'événements qui vont se dérouler. Enfin, c'est tout le temps, on avance tout le temps, quoi. En fait, l'année déjà, il a commencé avec plein d'événements, des bels événements. On a joué, en fait, les acteurs moldaves, ils ont joué 3 spectacles, 2 pour les enfants, 1 pour les adultes, le 1er et 2 mars de cette année. Ensuite, on a organisé l'événement avec Andrea Marin, mais c'était pas forcément sur le lancement du livre, mais c'était vraiment un grand événement avec 10 invités dans une belle salle, la salle Colonne, où c'était vraiment un grand événement. Et demain, demain, c'est la foire des artisans moldaves et roumains en France, la 4e édition. Et on va voir normalement l'affiche. Si tout se passe bien. Et l'affiche, elle est en roumain. Ah oui, l'affiche est en roumain, mais facilement compréhensible. C'est ça qui est beau. Oui. C'est bien. Il y a voilà, c'est ça. En fait, ces fleurs, c'est magnifique. En fait, ça me rappelle. C'est des astrées. Oui, les fleurs avec un pichet moldave aussi. Et la carte postale, en fait, l'illustration, elle appartient à Aliona Beregic, une de illustratrices les plus aimées en fait dans notre galerie. Ouais. Et moi, ça me fait rappeler un peu, on parlait du mois de mars tout à l'heure, c'est les couleurs pour moi de Marty Shore. Quand on fait Marty Shore, Baba Marta chez c'est ça, j'allais dire Baba Marta, oui. C'est les couleurs. Moi, je trouve ça, c'est magnifique. Et le phare des artisans, je suis en collaboration avec Ekaterina Tsurkan-Khachina, qui est la présidente de l'association Ethnique Moldova.
Donc c'est notre projet ensemble qu'on a créé il y a 2 ans. D'accord. Et donc, je rappelle, c'est donc à Butry-sur-Oise. Tout à fait, dans le 95. Dans le 95, c'est le Val d'Oise, c'est vraiment pas loin de Paris. C'est au 13 rue des Rayons. Oui. C'est vraiment pas loin. Et puis donc, c'est la foire des artisans de la diaspora française. Et c'est dans un très beau cadre. Oui, j'ai vu les images. Oui. Faut y aller. C'est ça. Et on a 30 artisans. Qui commence avec les produits artisanaux, crochets, des bougies, des pièces en bois, en céramique, la galerie moldave également, donc il est présent tout le temps avec ces artisans. Et on aura la gastronomie, la partie gastronomique avec des traiteurs, avec des kozonaks, avec les plats en fait moldaves. Expliquez-nous ce que c'est. Et puis, Kozonak. Kozonak, en fait, c'est le pain brioché. Donc vraiment brioché. À l'intérieur, on le remplit ou avec des confitures. Donc, ça peut être confiture des roses, ça peut être confiture de pruneaux, des cerises, des noix, poudre de cacao. Voilà, ça dépend. Donc c'est un autre ou halva. Ah, voilà. Très bon. Je vais avoir faim. C'est absolument délicieux et ça on le mange le dimanche de Pâques. Et on fait aussi le kolak. On appelle ça Pascha. Et on va à l'église avec une bouteille de vin, avec les œufs. J'allais y venir. Au niveau des boissons, il y a beaucoup de vignobles. Enfin, il y a du vignoble. Parce que quand on va à la galerie moldave, là, au 15 rue Pont Louis-Philippe. C'est pour cette occasion, je vous avais appris quelque chose. Oh mon Dieu. Voilà. Donc, c'est Divus. C'est avec un cépage de Fetească Neagră qui on le trouve que en Moldavie. D'accord. Certaines régions de Roumanie, mais très peu. Et du coup, on travaille avec ce producteur. C'est un très 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 bon vin. Et je vous l'offre avec grand plaisir. Vous le dégustez en famille. Merci. Voilà. J'en ai entendu parler de ce cépage. Écoute, moi je le découvre. Mais pareil, j'ai jamais eu. Alors voilà, toujours boire avec modération. Hein. Oui, c'est ça. C'est là où on trouve le plus de plaisir. Oui, tout à fait. Avec modération. Donc on travaille aussi avec des producteurs du vin, confiture, miel. Ouais, et quand on va à la galerie moldave, on a des bouteilles de vin. Oui. C'est magnifique. Oui. J'ai très peu, mais des très bonnes qualités. Ouais, tout à fait. On ne le trouve pas en France ni en... C'est ça, on ne trouve pas dans d'autres commerces. Non, on ne le trouve pas. Et là, c'est marqué Produce in Republika Moldova. Donc voilà, il a pris l'avion. Oui. On va mettre... Voilà. On parlait des... Oui, voilà. Donc, et comme c'est Pâques, on peut aussi acheter des œufs. Ça, vous l'avez dit. En fait, c'est des œufs en fait qui sont travaillés à la main, qui sont peints à la main. Oui. C'est pas des vrais œufs. Les vrais œufs, en fait, on le fait à la maison. Donc, et après, on va organiser également des ateliers. Vous parlez de foire des artisans. Oui, on est bien d'accord. Tout à fait. Et on va voir, on fait à chaque foire, on fait pas mal des ateliers pour intégrer les enfants à créer, à faire quelque chose avec les mains. Donc cette fois-ci, c'est un autre artisan qui va s'occuper des enfants pour broder, crocheter sur un œuf en bois. Un œuf en bois. Voilà. Donc, ça, je connaissais pas, l'œuf en bois. Magnifique. Ouais. Et il y aura aussi un concert. On aura deux concerts. En fait, deux prestations des chants de Pâques. Donc, c'est un groupe Mugurashi avec les enfants qui vont chanter. Et je suis très ravie. Et après, c'est leurs parents, c'est les mamans d'Atina, qui s'appelle l'ensemble d'Atina, qui vont chanter également les chants de Pâques. Et là, ça va résonner. Ça, c'est demain. C'est dimanche. C'est dimanche. Demain, on est samedi. D'accord. Le 13 avril. Notez ça sur vos agendas et allez-y, franchement, vous allez passer une bonne journée. En plus
vous ne serez pas en plein Paris. Non, non, on est vraiment sur le bord de la rivière. Ouais. Et donc, du coup, on sort, on peut sortir en fait de l'endroit où on est parce que c'est un tout petit moulin, on va dire ça. Et du coup, donc, on peut se mettre au bord de la rivière. Donc, c'est vraiment l'endroit où on l'a bien choisi. Bah, bien, c'est cool. Et ben vivement. Bravo. Il y a aussi, comment dirais-je, jusqu'au 19 avril, il y a eu un partenariat, parce que vous faites souvent des partenariats aussi, Pas mal. avec le Soleil de l'Est, par exemple. Et si vous êtes du côté de Dreux, dans l'Eure-et-Loire, c'est une exposition collective avec 9 artistes roumains. C'est tout à fait ça. Et Dalia Biliakovski, Bogdana Contras, Daniel Katriun, Mihail Gavrin, dont on a déjà parlé, Philippe Mihail, Elena Nogeushku, Cholet, Stéphane Pelmous, Gabriel Smoleak et Vassil Tolan, pour les citer. C'est une exposition d'art contemporain. Absolument. Et demain, par contre, ils ont un concert avec 2 chanteurs musiciens, en fait, roumains. Je pense que c'est à 16h et quelques. Et vraiment... À la galerie. À la galerie. À la galerie Bazar. Tout à C'est fait. ça, Bazar Galerie, c'est au 9 rue du Bois-Sabot à Dreux. Voilà, partez en vacances. Et vraiment, le cadre, il est magnifique. Ils ont un très bon jardin. On a resté avec les enfants. On a passé vraiment un bon samedi ensoleillé. Magnifique. C'était magnifique. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Comment elle s'appelle, la chaîne YouTube pour les histoires des enfants? Il s'appelle Leuțul et Vulpița. Donc, le petit lion, c'est mon fils. Et la petite renarde, c'est ma fille, en fait. Si on D'accord. traduit en français. C'est Povești de la Vulpița și Leuț. Une belle langue. Voilà. Hein. J'adore. Merci beaucoup Léa. Avec grand Allez donc plaisir. visiter la galerie moldave au 15 rue du Pont Louis-Philippe dans le 4e métro hôtel de ville ou Pont-Marive. Vous partirez pour un voyage au cœur de la Moldavie où chaque objet raconte une histoire. Ça, je vous le promets, chaque artisan laisse son empreinte et chaque visiteur découvre la beauté unique de cette terre envoûtante. Je sais, j'y suis allé. Donc voilà, il ne reste plus qu'à aller prendre l'avion. Vive les vacances. On va passer à l'agenda. Le Goethe Institut vous invite le jeudi 17 avril à 19h au vernissage de l'exposition photo de Peter Badge Nobel Heroes qui se tiendra jusqu'au 28 mai au Goethe Institut, 17 avenue Diana à Paris dans le 16e. En 2000, Peter Badge a entamé son projet au long cours de photographier tous les lauréats du prix Nobel toujours vivants, les uns, les unes après les autres. Ce projet a emmené Peter Badge aux 4 coins du monde, dans le pays d'origine des lauréats, dans les laboratoires et les lieux de travail, leur domicile et même leur lieu de villégiature quand ils partent en vacances. C'est entrée libre. Le Goethe Institut, c'est au 17 avenue d'Iéna à Paris, dans le 16e arrondissement. Le Centre tchèque organise un atelier consacré au chant de jazz et à la technique vocale. Et à cette occasion, vous pouvez profiter de la venue exceptionnelle du guitariste David Doruchka demain, samedi 12 avril. C'était aussi aujourd'hui, mais bon, aujourd'hui c'est trop tard. Pendant l'atelier, 4 musiciens et chanteurs professionnels, David Doruchka, Louis Aléome, Doris Bula et Manu Demergue vous guideront pour créer votre prestation que vous présenterez sur scène, donc demain soir, accompagné d'un duo guitare-voix. Et plus de détails, il faut consulter le site du Centre tchèque, paris.cezech centre au pluriel.cz/fr. Nos amis serbes vous proposent exposition au Kozara 1942 organisée par le musée des victimes du génocide de Belgrade en partenariat avec le centre culturel de Serbie. Le vernissage aura lieu le 17 avril à 19h au 123 rue Saint-Martin dans le 4e en face du centre Pompidou. 37 photographies des événements tragiques de Kozara y seront présentées. L'exposition sera ouverte au public jusqu'au 9 mai 2025. Et enfin, le Festival du Livre de Paris 2025, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, s'annonce inoubliable, nous disent les organisateurs, et nous le disons aussi à leur côté. Plus de 450 maisons d'édition seront là, c'est-à-dire 120
de plus que l'année dernière. De plus, le Festival du Livre de Paris revient au Grand Palais et en avril 2025 célébrera sa 4e édition dans ce cadre exceptionnel. Et grâce à la collaboration entre l'Institut culturel romain, le Centre national du livre et l'ambassade de Roumanie en France, et l'ambassade de la République de Moldova en France, la Roumanie sera présente avec 53 titres d'auteurs romains traduits en français, publiés par 37 maisons d'édition en France et en Suisse. La billetterie est ouverte sur le site du Grand Palais, bien sûr, et c'est l'événement culturel de l'année à vraiment noter dans vos agendas. Il est 19h40 sur Armada, place un petit peu à la musique. On va écouter Constantin Timofté qui va nous faire une chanson. C'est une surprise parce que... Enfin, c'est une surprise. Il est venu chanter ici sur le plateau. Et puis ça, bon voilà, c'est une chanson très sympa, très poétique. Vive les vacances. Génial. Tot întreabă izvorul, de ce plâng cu ei duc dorul. Mă întreabă frunza de nucă, de ce plâng acui dor duc, măi. Eu îmi plâng anii trecuți și mi-i dor de-ai mei părinți, măi. Plâng ulița satului pe care am călcat întâi, măi, măi. Lacrimile-mi curg izvor, că de satul meu mi-i dor, măi. Și nu pot să le opresc când la el mă tot gândesc, măi. Acolo sunt frații mei și împărțam pâinea cu ei, măi. Din puținul ce-l aveam, mâncam și ne săturam, măi, măi. Plânganii copilăriei și strugurii copți din vie. Plâng și iarba așa de coasă, pădurea cu frunza deasă. Mi-i dor să merg la scaldat, la gârla de lângă sat, măi. La Paști, la sărbători, să-mbracă meșa cu flori, măi, măi. Mi dor boii să-i jugă, să mai merg descurs la plug, măi. Și când vin de la Arad să mă duc la fete în sat, măi. Mi dor să mă prind în joc cu flăcăii la un loc, măi. Dar toate au trecut pe rând, de asta ofte și plâng, măi, măi. Eu poate am să mor ca mâine, satul tot aici rămâne. Ora, satul și iubitul, vorbei nu e cât pământul, măi, măi. Constantin Timofté. On passe tout de suite aux fêtes. Tout à fait, et aujourd'hui on vous amène en Bulgarie et en Pologne. Oui, le 12 avril, en Bulgarie, on fête les rameaux Lazarovden. Selon la tradition bulgare, Lazarovden, c'est une célébration des champs, des pâturages et des forêts, mais aussi une célébration des filles qui, après avoir été Lazare, peuvent se toiletter, s'habiller et se comporter de manière à trouver un mari. Alors, 3 rites y sont associés, la lazaration, le choix d'un époux et Bouénec. Ce jour-là,
des groupes de 6 à 7 filles, alors c'est paradoxal, âgées de 10 à 16 ans, vêtues d'habits de fête ou de costumes de mariée et ornées de guirlandes et de bracelets, parcourent les maisons du village en chantant des chants rituels pour chaque membre de la famille, louant les enfants, les anciens, les jeunes filles, les célibataires, les mariés, ainsi que les bergers et les palefreniers. Les habitants leur donnent des œufs et de l'argent. On pense alors que la maison dans laquelle ils sont entrés et ont chanté des Lazarkas sera bénie tout au long de l'année. L'église orthodoxe, elle, observe la fête de l'église Lazarovden, qui est toujours l'avant-dernier samedi avant Pâques. Dans le calendrier de l'église chrétienne, la fête est liée à la résurrection de Lazare. Selon les manuscrits médiévaux, Lazare a vécu encore 30 ans dans le jeûne et l'abstinence stricte et a été proclamé premier évêque de la ville de Kition, qui se trouve bien sûr sur l'île de Chypre. Le jour de Lazarov, l'église célèbre la résurrection de Lazare ainsi que la mémoire du saint martyr Lazare bulgare, torturé et tué le 23 avril 1802. Toujours le 13 avril, les festivités continuent en Bulgarie avec la fête de Tsvitenia, le dimanche des rameaux, Verbnitsa, ou Kukulin-dien. Le rite principal est appelé Kumichene. Il se fait toujours au bord de l'eau avec une kukla, une poupée, un kravaï et un kulak, un pain spécial ou avec une couronne de saule. Dès le samedi de la Lazarovden, chaque jeune fille qui était Lazarka prépare une pâte à pain avec laquelle elle fait sa kukla, donc sa poupée. Le lendemain, le jour de Tsvitenia, toutes les filles se réunissent pour aller à la rivière où elles coupent un morceau de pain de leur kukla et le posent sur l'eau, au-dessus d'un battoir ou d'une planchette. Une fille tape sur la planchette et le pain flotte sur l'eau. Celle dont le morceau de pain arrivera en premier sera pour toute l'année la komitsa, la marraine. Avec les couronnes de saule se fait de la même façon, sauf que toutes les filles poussent au même moment leur couronne et en allant et revenant à la rivière, les filles marchent sur 2 rangs en petite farandole et chantent et dansent des danses traditionnelles. La fête se termine par le rite gavénier, par respect de la marraine Komitsata. On sautait devant elle toute la semaine jusqu'à Pâques. Et à Pâques, toutes les jeunes filles arrivent de nouveau dans la maison de leur marraine avec des fleurs et des œufs rouges. Ils font un repas commun en chantant et en dansant. Et puis le 13 avril est désigné en Pologne comme la journée du souvenir des victimes du massacre de la forêt de Katyn en 1940. Longtemps, Moscou a nié le crime et en a accusé les nazis. Ce n'est qu'en 1990, à l'occasion du 50e anniversaire du massacre, que l'Union soviétique a officiellement reconnu sa responsabilité dans la mort de plus de 20 000 Polonais, sommairement exécutés par le NKVD, le commissariat du peuple aux affaires intérieures, le 13 avril donc 1940. Le massacre de Katyn est un traumatisme national jamais guéri. Je tiens, s'il y en a aussi, il y a des métiers qui font leur fête, c'est les cosmonautes. Donc bonne fête aux cosmonautes. Exactement, c'est la fête des cosmonautes en Russie. Exactement. Et on pense à Gagarine quand même. Ah bah Yuri Gagarin 1961 et Laïka 1957. Exactement. Et à son âme. Comment dirais-je ? Il est 19h48. Sur Armada, c'est Bienvenue à l'Est et on va parler littérature avec le livre de la semaine. Et sacré livre d'ailleurs, le nouveau livre de Petra Kabuchova s'intitule Près du mur nord chez Agulot Éditions dans la collection Agulot Noir. Née en 1980 à Paratice, l'écrivaine tchèque Petra Kabuchova a d'abord travaillé pendant plusieurs années dans la presse et la télévision tchèque. Aujourd'hui, elle travaille dans l'industrie musicale et vit en Italie, aux États-Unis et en République tchèque. Se partage entre ces 3 pays. Elle est l'autrice de plusieurs romans policiers et écrit également pour la jeunesse. Son précédent roman Noir aux sources de Moldau a reçu le prix Shumava Litera 2022 dans la catégorie fiction et a été finaliste avec mention honorable du prix du livre tchèque 2022. Pour ceux qui nous suivent sur les écrans, vous avez vu passer le premier. C'est traduit du tchèque en français par Barbara Faure, Petra Kabuchova qui surprend, qui questionne dès la 4e de couverture dans son livre Près du mur nord qu'on voit à l'écran. La 4e,
halte, haut les mains, garde-frontière. 6 mots qui transformèrent leurs rêves en leur pire cauchemar. Entre 1948 et 1965, des centaines de corps d'opposants au régime communiste, d'enfants et de nouveau-nés ont été entassés dans des fosses communes ignorées de tous dans le cimetière de Diablice, au nord de Prague. Le registre du cimetière aurait curieusement disparu au cours d'un incendie, ne laissant aucune possibilité aux familles de pouvoir se recueillir sur la tombe de leurs disparus. 50 ans plus tard, l'homme au cœur troué décide de faire justice lui-même. Fils de l'une des victimes, il souhaite faire payer leurs agissements passés à 6 anciens membres du service de renseignement secret tchécoslovaque. En parallèle, la soignante des mourants s'occupe de patients dans la maison de retraite de Sainte-Anne. Ses collègues et elle sont témoins de phénomènes étranges au sein de l'établissement. Tous convergeraient vers une certaine vieille femme au passé trouble. Petra Klabuchova signe Près du mur nord, un thriller gothique, se basant sur cette période obscure de l'après-guerre tchécoslovaque, basée sur les témoignages réels de prisonnières politiques. Elle est décrite en 416 pages, avec une acuité particulière, les pires atrocités dont sont capables les hommes et les femmes en soutien à une doctrine politique. Je vais vous lire le début du livre. Le garçon au cœur troué, automne 1956. Il fait noir et froid, un noir et froid terrible. Il a peur. Il n'a sans doute encore jamais eu aussi peur. Il tremble au dehors et au dedans, les frissons font danser ses mains et son cœur. Ses petits doigts s'enfoncent dans ses paumes serrées d'enfant, prêt à une lutte pour la survie avec les monstres que seule sait engendrer la fantaisie d'un gamin de 7 ans. L'obscurité de la forêt environnante est effrayante. Elle peut cacher n'importe quoi. Des dragons à 6 têtes des contes de fées, une meute de loups affamés ou des hommes en uniforme vert. C'est de cela qu'il a le plus peur, parce elle aussi a peur d'eux. Et lui, il lui fait confiance à elle. Il le faut. Parce qu'en dehors d'elle, il n'a plus personne au monde. Il ne la connaît pas encore très bien. Il devrait, car on devrait connaître sa maman. Et elle dit qu'elle est sa maman. Elle veut qu'il l'appelle ainsi. Il est obéissant. Il a toujours été. Sauf qu'il oublie de temps en temps ce mot, ce maman. Et cela le fait pleurer. La fait pleurer. Pas devant lui, elle se cache. Mais elle a les yeux qui brillent et un sourire très triste, comme si son cœur se brisait en deux. Il reconnaît cela au foyer non plus. On n'a pas le droit de pleurer, sauf en secret. Pour connaître la suite, rendez-vous dans toutes les librairies et sur le web pour lire Près du mur nord le 17. C'est le 17 avril. C'est ça, que je me trompe pas. Il va paraître très très bientôt dans la semaine. On vous remettra d'ailleurs ça en réel. Sur Instagram pour faire un petit rappel, parce que c'est un livre qui est vraiment très fort. Le nouveau roman de Petra Klabuchova chez Agulot édition Près du mur nord. Et puis pour nos amis tchèques et tchécophones, sachez que Petra Klabuchova vient de sortir un nouveau livre, Muž Brna, l'homme de Brno, aux éditions Moto. On a vu la couverture tout à l'heure. Une histoire humoristique, légèrement policière et très drôle, sur un criminaliste pragois parfaitement conscient d'être impliqué dans le PROIEM, le programme pour la croissance, la durabilité, l'unité et la modernisation européenne, et qui a été transféré dans un commissariat de police légèrement moins parfait et consciencieux à Brno Komarov. Bref, vous allez bien rigoler, vivement qu'il apparaisse en français. Comme ça, c'est bien. On lit dans les deux langues. C'est trop top. Il est 19h54, on va passer aux partenaires. Avant de retrouver le journal et la météo, et puis la réalisatrice, Masha Ovtchinikova, pour son film Emma le Rouge. On va commencer avec la Fédération France-Slovaquie, qui vous fait découvrir la Slovaquie comme à la maison. D'ailleurs, elle vous invite dans ces événements pour une promenade conférence au Jardin des Plantes intitulée Les œufs de Pâques, le dimanche 27 avril à 15h au café Les Belles Plantes, au 47 rue Cuvier à Paris, dans le 5e. Vous saurez
tout sur la création d'œufs de Pâques, une sortie culturelle et conviviale dans un écrin de verdure. C'est un super moment à passer ensemble. Donc vous pouvez venir le 27 avril à 15h au Café des Belles Plantes. Et puis la Fédération France-Slovaquie, je vais y arriver, vous la trouvez aussi sur les réseaux france-slovaquie.com, et puis les réseaux sociaux. Je vais arrêter de parler. Place au voyage, place aux vacances. Voilà des images de Slovaquie. Parfait. Et bien sûr, on vous présente plus l'association Lucky qui vous attend le 15 mai pour le show burlesque avec des artistes et des défilés de mode. Et cette association s'occupe de votre image avec les formations pour les adultes et pour les étudiants, pour les cadres, pour les managers et pour les étudiants dans le domaine de commerce. Un vrai show. Et puis enfin, si vous rêvez de vacances inoubliables dans un endroit paradisiaque au milieu des montagnes, vous détendre dans un spa, une piscine, un jacuzzi, buvant du champagne dans une ambiance de fête tout en vous plongeant dans les traditions et les trésors cachés de cette magnifique région de Roumanie qu'est le parc de Maramureș, il vous reste plus qu'à contacter les chalets Aima et Aikokoa sur internet, aima-aikokoa.ro. Elles parlent français, elles vous attendent à bras ouverts. Place aux images, place aux vacances. Il est presque 20h. Place au journal européen. Tout à fait. Pour les infos qu'on vous dit pas.
Exact. Et on commence avec l'Ukraine. Paris et Londres veulent accélérer la constitution de la force de réassurance européenne en Ukraine. Oui, hier, les chefs d'état-major français et britanniques ont accueilli leurs homologues de 30 pays européens, mais aussi du Japon, d'Australie et de Nouvelle-Zélande au siège de l'OTAN à Bruxelles. L'objectif était de discuter des prochaines étapes de la formation de la coalition de volontaires qui vise à fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine dans le cadre d'un éventuel accord de paix. Une équipe technique mixte franco-britannique avait rencontré ses homologues ukrainiens la semaine dernière afin de déterminer ce qui serait nécessaire pour la future structure et la zone de déploiement de cette force. Cette force de réassurance européenne qui pourrait être déployée en Ukraine après un éventuel cessez-le-feu, mais l'absence de soutien des États-Unis ne plaide pas pour la viabilité du projet. Le ministre britannique de la Défense, John Healey, a déclaré en conférence de presse que les participants avaient convenu d'accélérer la planification militaire en cours des 2 prochaines semaines. Cette planification portera notamment sur les capacités aériennes, maritimes et terrestres, ainsi que sur la régénération des forces ukrainiennes, a-t-il encore précisé. Les responsables européens de la défense affirment qu'il est peu probable qu'un calendrier de déploiement militaire puisse être établi avant justement la conclusion d'un cessez-le-feu. John Healey s'est également insurgé contre le fait que certains continuent à qualifier l'initiative de force de maintien de la paix, déclarant, je cite, « Il ne s'agit pas d'une force de maintien de la paix qui séparera les partis actuellement en guerre le long de la ligne de contact ». Fin de citation, propos repris par Kaja Kallas, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, expliquant que, je cite, « Il appartient aux États membres de fournir un nombre concret de soldats, mais nous en discuterons si la paix s'installe. » Slovaquie, le Premier ministre Robert Fico veut faire abattre les ours. Après qu'un homme de 59 ans a été déchiqueté à mort par un ours il y a quelques jours, le gouvernement slovaque a approuvé l'abattage de 350 ours bruns sur les 1300 que compte le pays, un plan qui est en cours d'examen à Bruxelles. Une décision qui n'a pas manqué de susciter l'émoi partout en Europe alors que de nombreux pays du continent s'efforcent de préserver les habitats naturels des ours et des loups tout en garantissant la sécurité des populations. Selon Robert Fico, les Slovaques ne peuvent pas vivre dans un pays où les gens ont peur d'aller dans la forêt et où les humains deviennent de la nourriture pour les ours. Fin de citation. Le plan du gouvernement suscite déjà des critiques de la part des militants et des organisations de défense de l'environnement. Selon ces derniers, cet abattage massif est contraire aux obligations internationales de Bratislava. Selon la directive européenne Habitat, l'ours brun est une espèce strictement protégée et l'abattage de ces animaux n'est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles. Notons qu'en 2024, c'est 144 ours qui ont été tués, dont 94 abattus. Selon l'ONG slovaque Ursia, ces attaques, y compris la plus récente, se sont produites dans des endroits où des appâts de chasse ont été retrouvés. Ces appâts sont utilisés par les chasseurs pour attirer les ours à un endroit bien précis afin de faciliter les tirs. Ils amènent cependant les ours à associer l'homme à de la nourriture et perturbent les comportements des animaux. Affaire donc à suivre. Allemagne, les asperges blanches ont du souci à se faire. Oui, d'avril à juin en Allemagne, où Friedrich Merz d'ailleurs devrait être élu chancelier début mai, l'asperge, c'est un rituel pour les Allemands aussi important que l'Oktoberfest, la saison des asperges, le Spargelzeit, avec notamment l'élection des reines de l'asperge dans les villes du pays. Mais cette année, le Spargelzeit sera un plaisir coûteux. En 2024, la culture des asperges couvrait 22 800 hectares en Allemagne, soit 18% de la surface consacrée aux légumes de plein champ, ce qui en faisait le légume le plus cultivé du pays. Mais les importations moins chères, les coûts de main-d'œuvre plus élevés et l'augmentation des importations d'asperges vertes en provenance de pays où les salaires sont moins élevés frappent durement les producteurs d'asperges allemands. Bien que l'Allemagne dépende encore largement de sa propre production, avec 85% des asperges cultivées dans le pays, l'industrie s'attend à ce qu'une ferme d'asperges sur 4 mette la clé sous la porte cette année. Le prix élevé de l'asperge blanche favorise l'asperge verte,
autrefois négligée, qui gagne aujourd'hui du terrain. Bien qu'elle ne représente que 10 à 15% de la récolte nationale, son attrait grandit de jour en jour. Roumanie, des soldats roumains en congé parental recrutés comme mercenaires au Congo. Le ministère roumain de la Défense a découvert à la suite d'une enquête que 466 réservistes avaient signé des contrats avec des sociétés de sécurité privées opérant en République démocratique du Congo. Certains soldats d'active en congé parental ont même combattu au Congo sous le commandement d'Horatiu Potala, un mercenaire qui s'est fait connaître pour avoir assuré la sécurité de l'ancien candidat à la présidentielle Kalin Gorgetchku. En outre, 7 militaires d'active ont été identifiés comme ayant travaillé injustement au Congo entre 2023 et début 2025, alors qu'ils bénéficiaient d'un congé parental légalement accordé pour des enfants âgés de 2 ans maximum. L'enquête a révélé que ces soldats ont violé de nombreuses dispositions légales et réglementaires, notamment en quittant le pays sans autorisation et en s'engageant dans des activités en dehors de leurs fonctions militaires officielles. Entre-temps, des procédures disciplinaires et administratives ont été engagées dans l'attente de la décision du procureur concernant d'éventuelles poursuites pénales. 24 réservistes ont été réintégrés dans l'armée en 2023-2024 et sont maintenant affectés à diverses unités au sein du ministère de la Défense. Cependant, le ministère affirme que leur réintégration ne pose pas de risque significatif pour la sécurité nationale, car ils occupent des postes de rang inférieur et n'ont qu'un accès minimal aux informations classifiées. Place à la météo européenne. Européenne, bah oui, on est les seuls à le faire. C'est samedi matin, comment dirais-je, pour vous dire, si vous partez ce week-end en Europe centrale et orientale pour chercher le soleil, bienvenue à l'Est. Samedi matin, le ciel sera cependant couvert sur la moitié nord de l'Allemagne, la République tchèque, la Slovaquie, la Moldavie, la Roumanie et les pays baltes. On notera un risque de pluie en Bulgarie, sur Sofia, la capitale. Partout ailleurs, ce sera du beau temps. Côté température, elles seront fraîches, voire froides. Elles iront de 0 à 1 degré sur les pays baltes, le minimum pour Minsk en Biélorussie avec moins 1 degré, 3 degrés à Varsovie et à Chisinau en Moldavie, 4 degrés à Kiev et à Poprad en Slovaquie, 6 degrés à Bucarest, Sofia et à Munich, 8 degrés à Belgrade, 9 degrés à Berlin, Prague et Budapest, 10 degrés à Bratislava et à Zagreb. Samedi après-midi, le soleil commencera à s'imposer sur le nord de l'Europe. Les nuages domineront sur l'Europe centrale et orientale, sauf en Lituanie, en Biélorussie et en Allemagne. De rares averses sont quand même attendues en Bulgarie. Côté température, entre 4 et 11 degrés sur le front est, 4 degrés à Tallinn, 9 degrés à Vilnius, 10 degrés à Kiev, 11 degrés à Riga et à Chisinau en Moldavie, 13 degrés à Bucarest et à Sofia, 14 degrés à Varsovie et à Belgrade, 15 degrés à Berlin, 16 degrés à Prague et Zagreb, 17 degrés à Bratislava. Dimanche matin, le continent européen sera coupé en deux. Vous cherchez du soleil, je disais, bienvenue à l'Est. Qui dit pas de nuages le matin dit température très froide de 5 à 7 degrés et des nuages dans les pays baltes. 6 degrés à Kiev, à Chisinau et à Sofia, 7 degrés à Prague, 8 degrés à Varsovie, 9 degrés à Berlin, Budapest, à Bucarest et à Zagreb, 10 degrés à Belgrade, 11 degrés à Bratislava. Et puis enfin, dimanche après-midi, les nuages envahiront le continent, laissant le soleil en Ukraine, en Pologne, en Tchéquie, en Hongrie, en Serbie et en Bulgarie. Côté Mercure, ce sera très agréable. De 13 à 14 degrés sur une ligne allant de Tallinn à Kiev, 14 degrés à Chisinau, 15 degrés à Bucarest, 17 degrés à Sofia, 18 degrés à Varsovie et à Prague, 19 degrés à Budapest, 20 degrés à Zagreb et à Belgrade, le maximum européen pour Bratislava avec 21 degrés. Paris, ça sera 17. C'est génial. Merci. Place à l'interview. On vous en a parlé le 28 mars dernier. Ce film, Emma la Rouge, de Masha Ovtchinnikova, est un film à voir, absolument. Il sera diffusé sur France Télévisions au début d'été. Voici un avant-goût pour la première minute du film. On se retrouve tout de suite après, en direct de Strasbourg.
le dévouement à la mort de tous les êtres humains qui l'ignorent de l'homme comme de l'homme. Si la mort de ces mots condamne et sans restriction cette plaie, mais ce nous sommes le plus vital, celui d'aimer et d'être aimé. Qui est Emma Goldman? Emma la Rouge. Superbe film qu'il faut absolument voir si vous passez en festival, voire même au début de l'été sur France Télévisions. On vous tiendra au courant. Bonjour, Masha Ovchinikova. Allô? Bonjour Jérôme, bonjour Anna, vous m'entendez bien? Oui, on vous vous entend bien. On vous entend très bien. Merci beaucoup. Bienvenue sur Armada. Qui est Emma Goldman? Pourquoi ce sujet Emma la Rouge? Emma Goldman, pourquoi ce choix d'une femme libre penseuse, anarchiste et libertaire? Pourquoi ce film? Alors, Ouais. alors merci beaucoup déjà pour votre invitation. Merci. Emma Goldman, c'était une féministe, anarchiste de la fin du 19e, début du 20e siècle. Elle est née sur le territoire de l'actuelle Lituanie. Exactement. Dans une famille juive. Elle a grandi à Saint-Pétersbourg. Et puis, elle a émigré à l'âge de 16 ans aux États-Unis avec ses sœurs. Et c'est aux États-Unis en fait qu'elle a découvert un peu son militantisme, sa foi politique. Elle a adhéré à la pensée anarchiste et en fait à partir de là, elle a une vie en fait complètement dévouée pour la lutte pour les droits des travailleurs, la liberté d'expression, la justice sociale, l'émancipation individuelle, la liberté sexuelle ou même le contrôle des naissances. Elle était une des premières pionnières en fait sur cette question. Et donc, elle a beaucoup voyagé dans l'Europe aussi. Elle s'est passionnée pour la littérature, le théâtre. Elle a découvert les enseignements de Freud, de Nietzsche. Voilà, donc sa vie a été vraiment très passionnante, en fait, jusqu'à finalement jusqu'à sa mort, hein, puisqu'en fait elle a été expulsée des États-Unis au moment de la Première Guerre mondiale, puisqu'elle a milité contre l'entrée des États-Unis dans la guerre. Elle a été expulsée vers l'Union soviétique, ensuite elle a été exilée en Europe, jusqu'à rejoindre aussi les anarchistes espagnols au moment de la guerre civile en Espagne. Donc voilà, elle a eu une vie tout à fait passionnante. C'est une figure pas forcément connue on la voit à l'écran, de l'anarchisme par rapport aux figures masculines qui sont beaucoup plus célèbres. Exact. Mais en tout cas, voilà, c'est une femme qui a été très très importante dans ce mouvement anarchiste. Et pourquoi ce film? Alors, j'ai découvert le destin de Emma Goldman. Je connaissais un petit peu ses écrits, mais j'ai découvert véritablement sa vie à travers son autobiographie, qui est un livre assez énorme, très très précis, avec beaucoup de textes, de documents. Elle a vraiment consigné toute sa vie dans ces pages. Et j'ai tout de suite rencontré un véritable personnage de cinéma. Donc, en dehors des événements absolument... en dehors du fait qu'elle ait traversé le XXe siècle et tous les grands événements de ce siècle, en tout cas du début, elle a... pour moi, dans ces pages, je voyais vraiment un personnage de cinéma. Pourquoi? Parce que, justement, c'est une femme dont la pensée est politique, son engagement politique, sa pensée, en fait, ne venait pas de considérations théoriques abstraites, mais toujours de son expérience personnelle. De femme, d'ouvrière. De son vécu. Elle a été couturière en usine.
de son expérience de sage-femme dans les familles pauvres et nombreuses, son expérience d'immigrée aussi, de femme, d'amante. Et donc voilà, c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait, toute sa pensée, toutes ses propositions, ses revendications, ses textes militants ont toujours été imprégnés de son expérience intime, personnelle. Donc son combat politique, en fait, était complètement imprégné de ses propres tourments émotionnel, de son intimité. Alors forcément, et c'est ce que je montre aussi un petit peu dans le film, c'est que son intimité aussi était imprégnée de ce combat politique. Ouh là là, oui. Et donc voilà, cette dualité a été vraiment la source la source dramaturgique de ce projet, puisque justement ça a donné lieu en fait à des dilemmes personnels très forts. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire ce film. Tout à fait, une vie très riche, très haute en couleurs. Donc elle était infirmière, philosophe, et elle prône dans sa philosophie un mariage basé sur la coopération sociale et l'autonomie individuelle, un peu à l'instar d'Olympe de Gouges dans son contrat social qui est inclus dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Le mariage doit être basé sur le choix et le désir de chacun, et non sur les conventions sociales. Et c'est ce que vous voulez démontrer aussi dans ce film. Oui, absolument. Absolument. Ce texte et le combat d'Emma Goldman pour l'émancipation et la liberté des femmes, en fait, est très étroitement lié à celle des hommes. Et donc, c'est aussi un féminisme qui m'a beaucoup touchée une pensée féministe qui me touche beaucoup parce que finalement, elle prône l'amour entre les hommes et les femmes, un combat commun qu'on doit mener ensemble. C'est donc un biopic, un docu-fiction. On se retrouve dans plusieurs époques, dans plusieurs lieux. Il n'y a rien d'anodin de ce que je dis. C'est pour ça, il faut voir le film. C'est une vraie magie, ce film. C'est un chef-d'œuvre. Combien de temps merci. pour... Non, mais c'est vrai. Il y a plein de surprises. On s'attend à tout, mais pas ça. On est surpris à chaque scène. Combien de temps pour écrire ce scénario ? Alors, le scénario a été écrit en plusieurs mois. En fait, c'est vrai que j'avais toute cette matière immense, donc il fallait trouver un axe, une entrée dans le scénario pour créer quelque chose d'assez dense, court et uni. Et en même temps, voilà, il y avait toute cette richesse de Emma Goldman que j'avais envie de faire apparaître. Voilà, donc le film a été écrit, mais alors la première version du scénario avait été imaginée un peu sous forme d'installation vidéo, parce que c'est un projet qui est un peu à la lisière entre le film de fiction et en même temps, il a été aussi pensé comme une installation vidéo. Ouais. Et donc voilà, à partir du moment où l'écriture a été aboutie, en collaboration avec ma productrice de Tiresias Film, qui s'appelle Laure Daou, qui a accompagné ce film, nous avons démarré le financement et voilà, le tournage. Donc, à peu près, pour fabriquer le film, alors nous avons eu la chance parce que Laure a fait un travail miraculeux et a réussi à financer le film assez rapidement. Donc, il a été fabriqué en 2 ans, je dirais, 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi. Quand même, Ouais, quand même, c'est long. C'est du boulot. Hein. Oui. Ouais. Non, mais ça se mérite. C'est pas très long pour l'industrie du cinéma. Non, mais ce qu'il y a, c'est que on voit le travail qu'il y a eu, et puis franchement, chapeau. Dans ce film, Emma Larouge, on retrouve donc Salomé Richard, Grégoire Tachnakian, Caroline Corme et François Briot. Comment vous avez choisi votre équipe de tournage? Comment vous avez fait le casting? Comment s'est passée votre rencontre avec Salomé Richard? Alors, je connaissais le travail de Salomé Richard, qui est une comédienne belge extrêmement talentueuse que j'ai vue dans plusieurs courts et longs métrages. Et j'ai assez vite pensé à elle. Et quand je lui ai proposé le rôle, en fait, elle connaissait Emma Goldman. Elle connaissait cette femme, elle connaissait l'anarchisme, le féminisme. C'est une comédienne et une femme très engagée dans le féminisme. Et donc, voilà, on a tout de suite été sur la même longueur d'onde et ça a été vraiment un bonheur de travailler avec elle. Ensuite, le reste de l'équipe, le casting s'est fait un plus progressivement.
En fait, pour tous les comédiens et comédiennes, c'est moi qui leur ai proposé le rôle. Il n'y a pas eu de casting, il n'y a pas eu plusieurs candidatures pour un seul rôle, donc c'est vraiment des personnes que je connaissais ou avec qui j'avais envie de travailler. Et j'ai eu vraiment la chance d'avoir une équipe extrêmement soudée, beaucoup de femmes aussi sur le plateau, et enfin voilà, il y a eu vraiment une symbiose très forte, et ça a été vraiment quelques jours de tournage très intense et avec beaucoup de force, de bienveillance. C'est-à-dire qu'en fait, la force et puis même l'intensité, ça se voit même dans le film. C'est franchement, c'est pas des rôles si faciles en fait. Quand on voit par exemple Emma avec son mari, qu'on voit, et voilà, il a envie de. Je vais pas raconter le film parce qu'il faut vraiment aller le voir. Si vous avez la télé, regardez-le à la télé. C'est que voilà, on voit le monsieur, son mari, il a envie, enfin comme qui dirait, voilà, tu viens de rentrer de ton boulot, je vais te sauter dessus. Non, elle lui fait comprendre que nada, c'est pas possible. Voilà, et se pose la question, c'est ouais, il faut que tu choisisses entre moi et ton militantisme. C'est ça. C'est quand même chaud, quoi. C'est voilà, on n'est pas des animaux non plus. Je sais pas, c'est vrai que d'avoir pensé à ça, cette scène-là, elle est très très forte en fait. Macha. Oui, merci. C'est vrai que c'est ce qui s'est vraiment passé dans la vie d'Emma Goldman. Elle a dû renoncer à l'amour avec cet homme qui lui-même était anarchiste, qui avait fait 10 ans de prison en Autriche pour militantisme. Donc, il savait un peu de quoi il parlait. Il savait aussi qu'il avait besoin d'autre chose à ce moment-là de sa vie. Donc, j'ai essayé d'imaginer une scène où on ressente en fait ce déchirement et ce choix qu'elle est contrainte de faire. Elle est engagée auprès de tous les autres, en fait. Et tous ces autres sont incarnés là, en l'occurrence, par cette famille juive et cette femme qui accouche. Ouais. Mais finalement, elle renonce à son bonheur personnel pour le bien collectif. Alors, c'est un peu idéaliste, mais justement, dans le film, j'ai voulu montrer aussi que c'est un déchirement très fort. Que c'est aussi qu'elle est tentée aussi de rester avec lui et de vivre cet amour. Bah oui, ils sont mari et femme, normalement quand on se marie c'est pour vivre ensemble, et on voit que c'est quand elle travaille, elle s'applique, elle est vraiment concentrée sur son militantisme, sur ses idées, et on voit vraiment le combat, la combattante dans cette image, dans ce film. Il y a aussi un truc qui m'a très étonné. Alors je disais oui, il y a plusieurs lieux, plusieurs domaines, c'est la mise en scène qui se partagent entre le cinéma et le théâtre, sans rentrer dans le détail. Comment avoir travaillé la mise en scène à ce niveau-là ? Parce que je pense qu'on ne travaille pas la mise en scène et le théâtre en même temps. De la même manière, en tout cas. Oui, alors quand j'ai décidé de faire un film sur Emma Goldman, il était évident pour moi que ça ne sera pas un biopic classique, avec une reconstitution historique, les décors, les costumes. Enfin, voilà, j'avais envie de trouver une forme qui reflète de manière la plus fidèle la radicalité, la liberté de la pensée d'Emma Goldman. Et c'est à partir de ce moment que l'idée du théâtre est arrivée assez vite. Elle s'est imposée en fait très rapidement dès l'écriture du projet. En fait, tout ça c'était écrit, vraiment tous les passages d'un temps à l'autre, d'un espace à l'autre. Et en fait, ça s'est imposé très rapidement parce qu'en fait, la théâtralité était intrinsèque à la vie d'Emma Goldman. C'était ce qu'on appelait une propagandiste. Donc elle traversait, sa vie c'était voyager à travers les États-Unis et propager la pensée anarchiste. Donc en fait tous les jours elle était sur une scène. Alors ça pouvait être une scène d'une salle communale, d'une église, d'un bistrot, ou alors même dans la rue. Et puis dans les théâtres, bien sûr. Mais en tout cas, la scène, c'était finalement son lieu de vie naturel. Et donc, c'est comme ça que l'idée de la scène s'est imposée assez rapidement. Le film s'ouvre et se termine sur une scène de théâtre. Et voilà, l'idée étant de montrer à travers cette image comment ce discours très pionnier, très visionnaire, a pu émerger depuis cette intimité.
Et le théâtre, c'est le lieu de cette intimité. Oui, Exactement. Et puis même au niveau des lumières, ça varie, c'est vraiment génial, ça change à tout point de vue. Enfin, c'est vraiment le drame, la comédie, c'est vraiment du très lourd. Voilà. Il y a dans cette histoire qui débute dans l'intime, puisque c'est à travers l'accouchement, l'écriture nocturne sur ce coin de table fait qu'aujourd'hui, donc Emma Goldman, à travers son écrit, la tragédie de l'émancipation féminine a été montrée au grand jour par ce discours. C'est comme ça qu'on l'a connue, c'est grâce à ce texte en fait. C'est, par rapport à l'émancipation féminine, c'est grâce à la tragédie en fait qu'elle a été connue. C'est grâce à cet écrit. Oui, il y a plusieurs textes célèbres, mais oui, effectivement, oui, ces textes sur le féminisme sont assez connus, oui. Ouais. Et alors ce court-métrage, il se termine par un discours, tu sais, ça a l'impression que c'est un long, ça, je vais poser la question après, mais ce court-métrage se termine par un discours toujours actuel du personnage d'Emma sur l'amour et sur la condition féminine. Est-ce que donc, vous adhérez à cette philosophie de la femme indépendante et égale à l'homme dans l'amour comme dans la vie politique, où en est dans la société aujourd'hui l'émancipation féminine depuis Emma Goldman? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Est-ce que ça a beaucoup changé? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail? Je connais la réponse, défendant l'égalité des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de l'émancipation féminine? Alors par rapport à 1906, comme j'ose espérer qu'il y a eu beaucoup de progrès. Oui, il y a le droit de vote. Mais effectivement, beaucoup reste encore à conquérir. Oui. Et comme le dit Emma Goldman, on en parlait tout à l'heure, c'est que l'émancipation de la femme est aussi liée à l'émancipation de l'homme. Et je crois que quand même les droits humains, en général, des femmes comme des hommes, sont sans cesse menacés. Encore aujourd'hui, y compris dans nos démocraties occidentales. Donc, je crois que la lutte continue et il faut être le plus unis possible pour continuer à combattre les injustices, à se battre pour l'émancipation et pour la liberté humaine en général. Alors, féminine, bien sûr, mais voilà, je crois que c'est un combat commun. On peut pas le gagner toute seule. Non, l'union fait la force, comme on dit chez nous. Il faut continuer à se battre et ne rien lâcher. Est-ce que, alors là j'ai une colle, est-ce que ce cours donnerait pas envie de faire un long sur cette grande dame? Oui, bien sûr, ça donne très envie de faire un long. Alors du coup, ce serait là aussi, il faudrait pour un long métrage, il faudrait chercher une forme, chercher quelque chose, une structure, une forme singulière, mais absolument, oui, c'est un personnage qui a vécu tellement d'événements, qui a transformé aussi en fait la société autour d'elle. Exactement. Par exemple, c'était quand même, elle a été une des premières à militer pour la réduction de la journée de travail. C'est elle qui s'est beaucoup interrogée sur, comme je disais, sur le contrôle des naissances, sur comment réguler les naissances. Donc, elle a changé la société. La société l'a beaucoup impacté aussi. Donc, je crois que ce serait un grand film de long métrage. Ouais. Non, c'est un superbe projet en tout cas et franchement, on croise les doigts. Merci beaucoup, Masha Ovchinnikova. Vous êtes la bienvenue sur Armada. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes à Strasbourg, nous on est à Paris, mais peu importe, l'art n'a pas de frontières et Dieu sait que grâce à la radio et à la télévision, on arrive à se regrouper et à apparaître l'un à côté de l'autre. C'est trop top. Merci beaucoup, Masha Ovchinnikova. Merci beaucoup à vous. Un plaisir. Merci encore à nos invités d'avoir accepté nos invitations. Merci encore Léa Haar. Je rappelle la galerie Moldave, 15 rue du Pont Louis-Philippe à Paris dans le 4e. Et puis n'oubliez pas la librairie roumaine pour se croire en vacances, rien que tel que de s'émerveiller devant ces trésors de Moldavie et de Roumanie ou encore d'aller aux soirées et événements. Allez-y, c'est sur les réseaux. Tout à fait. Merci beaucoup encore à Masha Ovchinnikova, venue parler de votre film Emma la Rouge avec Salomé Richard dans le rôle titre actuellement dans les festivals et très bientôt sur le petit écran. Ce sera en début d'été. Merci Antoine. Merci Antoine pour le journal. La semaine prochaine, qui dit vacances, qui dit pas d'émission, on se retrouve en direct le vendredi 9 mai prochain dans Bienvenue à l'Est avec notamment le président de la Maison de l'Europe à Paris et un auteur qui
viendra parler de son best-seller. Je ne vous dis que ça. Le 9 mai, ce sera vraiment rempli de surprises, n'est-ce pas Antoine? Et de nouveautés, n'est-ce pas Flore? Vous allez la découvrir. Merci, ils merci. sont nombreux, hein. Oui, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur notre page Bienvenue à l'Est. Et puis merci à Eric Morechan pour la réalisation de cette émission. Merci beaucoup à Rabat Baloul pour sa confiance. Merci à nos partenaires. À 21h, vous avez rendez-vous avec Claude Alexis et l'émission Le Fil de l'Avenir. Merci Anna. Merci Jérôme et on vous dit rendez-vous le 9 mai à 19h dans Bienvenue à l'Est sur Armada. Voyagez, allez au cinéma, gardez le sourire, c'est le plus important. Bonnes vacances. Ciao.